Le soir où mon fils a choisi un réveillon parfait, sans moi. Maman, ce soir, tu comprends, n'est-ce pas? On préfère être juste entre nous, pour une fois. Ces mots, prononcés d'une voix douce mais tranchante comme une lame froide, ont résonné longtemps après que Thomas eut raccroché. Je suis restée là, la main encore posée sur le téléphone, comme si l'appareil venait de m'annoncer une mort lente et polie. La mienne. Un réveillon parfait, sans moi, sans la femme qui l'avait mis au monde, sans celle qui avait cousu ses premiers costumes de fête, préparé ses premiers biscuits, raconté les histoires qui l'endormaient avant la messe de minuit, sans celle qui, pendant 36 ans, n'avait manqué aucun Noël, même dans les pires hivers, même quand Henri était malade, même quand mon propre corps me suppliait de rester au lit. Je n'ai pas pleuré, pas sur le moment. Il y a des humiliations tellement franches qu'elles ne laissent aucune place aux larmes. Elles figent le cœur avant de l'éclater. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, celle où je prenais mon café chaque matin. La lumière était froide, presque chirurgicale. Dehors, on entendait des rires d'enfants, des voisins qui entraient et sortaient avec des papiers cadeaux. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi, un petit craquement sec, comme une branche trop sèche qu'on tord. Entre eux, ces deux mots me revenaient en boucle. Entre lui et elle. Sa femme, celle qui avait, depuis 3 ans, progressivement effacé ma place à la table des fêtes, puis dans leurs conversations, puis dans les photos de famille, et finalement dans leur vie. La perfection qu'elle voulait, c'était une perfection sans ombre, et j'étais devenue une ombre. Je me rappelle exactement le ton de Thomas, un ton gêné, presque coupable, mais résolu. Ce ton que prennent les gens qui savent qu'ils commettent une injustice, mais qui la commettent quand même. Ce ton qui dit « Nous avons décidé, tu t'adapteras ». J'ai regardé ma table, déjà mise pour un dîner simple. 2 verres, une petite nappe blanche, un reste de soupe et une part de bûche que j'avais prévue au cas où. On se ment à soi-même avec tendresse, parfois. J'ai éteint la bougie qui brûlait au milieu de la table. Elle s'est éteinte d'un souffle, comme si elle se résignait elle aussi. Le parfum de cire chaude s'est mélangé à celui du froid qui entrait par la fenêtre. J'ai eu un frisson, mais ce n'était pas le froid. Je me suis relevée. J'ai marché jusqu'au salon. Sur la commode, il y avait une photo de Thomas enfant, blotti contre moi, tenant une boule de Noël rouge. Il souriait d'un sourire large, entier, confiant. Je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai murmuré dans la pièce vide. « Où es-tu passé, mon petit? Où es-tu allé ?» Le réveillon avançait. J'ai allumé la télévision pour me tenir compagnie. Des chansons de Noël, des familles qui s'embrassent, des tables pleines. Le contraste était presque cruel. Un présentateur portait un pull rouge et répétait « La magie de Noël, c'est d'être ensemble ». J'ai éteint aussitôt. Pas de magie pour moi. Pas cette année. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, les rues brillaient. Les fenêtres illuminaient la ville. Les guirlandes clignotaient. Lyon semblait danser sans moi. On aurait dit une carte postale parfaite, d'où j'avais été découpée. J'ai pensé à Henri, à sa main chaude posée sur la mienne chaque réveillon, à son rire, à sa manière de dire « Tant que nous sommes 3, rien ne peut nous atteindre ». Nous n'étions plus 3 depuis longtemps, et ce soir, je n'étais même plus 2. Je me suis assise dans mon vieux fauteuil bleu. Mes mains tremblaient légèrement. La solitude avait une odeur ce soir-là, une odeur de cire éteinte, de soupe refroidie et de souvenirs trop lourds. Alors la douceur a laissé place à autre chose. Pas de la colère, pas encore, mais une brûlure, celle de comprendre, soudain, brutalement, qu'on vous a classé dans la catégorie des êtres facultatifs. J'ai fermé les yeux, et dans ce silence, une phrase s'est formée en moi, claire, limpide, implacable. S'ils veulent un réveillon parfait sans moi, alors moi, je leur offrirai le lendemain qu'ils n'oublieront jamais. Je me suis redressée. J'ai rallumé la bougie. Sa flamme fragile s'est redressée elle aussi, comme pour m'accompagner. Puis, lentement, avec une précision que je ne me connaissais pas, j'ai sorti une feuille, un stylo et mon vieux dossier de papier personnel. Cette nuit-là, pendant que d'autres dansaient autour d'un arbre scintillant, j'ai commencé à écrire la lettre qui allait changer leur vie. La vie d'avant, celle où l'on donne sans compter, parce qu'on ne sait pas encore qu'on paiera plus tard. Assise dans mon fauteuil bleu ce soir-là, la lettre encore vierge devant moi,
Mes pensées ont glissé, comme elles le font toujours, lorsqu'un choc vient troubler la surface de ma vie. Elles sont revenues en arrière, très loin en arrière, aux années où Thomas n'était pas encore un homme pressé qui choisissait un réveillon entre eux, mais un petit garçon qui se collait à moi dès qu'il entendait un bruit de vent contre les volets. Je revois encore sa naissance. Lyon, une nuit froide de janvier. Henri m'avait accompagné à la maternité avec une tendresse maladroite. Il avait oublié le sac, les papiers, presque tout, sauf sa main serrée autour de la mienne. Quand Thomas a poussé son premier cri, j'ai eu une certitude qui me transperça. Cet enfant-là serait ma joie, ma fierté, ma maison. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions un foyer si solide qu'il ne s'est jamais fissuré tant qu'Henri était vivant. Nous avions cette petite maison près des quais, avec des volets verts et un cerisier qui fleurissait chaque avril. Chaque année, Henri montait sur une vieille échelle branlante pour tailler les branches, et Thomas l'attendait en bas, les bras tendus, pour attraper les fleurs qui tombent. Il riait comme seul un enfant aimait ses rires. Je travaillais à mi-temps dans une bibliothèque de quartier. Les livres étaient mes compagnons silencieux, mais Thomas, c'était ma lumière. J'apprenais ses devoirs, j'écoutais ses secrets, j'apaisais ses peurs. Je cuisinais les plats qu'il aimait, même les soirs où j'étais épuisée. Je gardais toutes ces cartes de fête des mères dans une boîte en métal. Il écrivait « Maman, tu es la meilleure du monde ». Et moi, comme une naïve mais une naïve heureuse, je le croyais. Les fêtes de fin d'année étaient notre royaume. Je décorais la maison trop tôt, toujours trop tôt, et Henri riait. Encore cette année, tu veux battre le record de guirlandes? Thomas m'aidait à accrocher les étoiles dorées. Il mettait la crèche dans un désordre joyeux, où les bergers se tenaient loin du petit Jésus, et où l'âne regardait du mauvais côté. C'était notre chaos tendre. Puis, le temps a fait ce que le temps fait toujours. Il a emporté Henri. Un cancer. Un mot qui détruit tout en un rien de temps, comme un vent violent qui arrache une toiture. Je me suis retrouvée seule, avec un adolescent silencieux, puis un jeune adulte pressé, puis un homme qui croyait que la réussite devait se mesurer au rythme de ses réunions. Je ne lui en voulais pas. Chacun survit comme il peut. Mais quelque chose a changé entre nous le jour où il a rencontré Camille. Camille était belle, brillante, organisée, décidée. Une femme moderne, pleine de projets, de tableaux Excel et d'objectifs trimestriels. Je l'ai accueillie avec chaleur, espérant naïvement qu'une belle fille serait une fille de plus dans ma vie. Mais Camille ne voulait pas d'une seconde mère. Elle voulait un partenaire sans attache encombrante. Et moi, visiblement, j'en étais une. Les repas de famille ont commencé à changer. Elle me servait la dernière. Elle corrigeait mes phrases. Elle décidait de l'heure, du menu, des invités, de tout. Thomas riait nerveusement, et je laissais passer. Par amour, par habitude de m'effacer. Par cette éducation que tant de femmes de ma génération ont reçue, fais-toi petite pour ne pas déranger. Les Noëls aussi ont changé. Un premier où je n'étais invitée que pour le dessert. Un deuxième où il partait en voyage pour souffler. Un troisième où Camille m'a dit « Fais simple, Denise. Ce n'est qu'une fête. Une fête. » Pour moi, Noël n'avait jamais été qu'une fête. C'était une racine, un héritage. Le moment où, malgré tout, on se rassemblait. Et pourtant, chaque année, ma place devenait plus petite, jusqu'à disparaître entièrement cette année. Le 24 décembre au soir, en pensant à tout cela, j'ai pris conscience d'une vérité que je ne voulais pas voir avant. Ma vie, je l'avais donnée, écrite pour eux, modelée pour eux. Et eux, un jour, ont décidé de tourner la page. Pas par méchanceté absolue, pas par cruauté pure, mais par cette indifférence tranquille qui blesse encore plus que les mots violents. Je me suis levée et ouvert un tiroir de la commode d'Henri, et j'y ai retrouvé un objet que j'avais oublié. Un vieux stylo plume noir qu'il m'avait offert pour écrire les choses importantes. Ce soir-là, j'ai compris qu'il était temps d'écrire, de dire ce qui n'avait jamais été dit, de tracer une frontière douce mais ferme, de remettre les pendules à l'heure, pas par vengeance, mais par respect pour moi-même. Parce qu'à force d'aimer sans jamais demander, on finit par disparaître. Et moi, ce soir-là, je refusais de disparaître. Les petites blessures que l'on avale sans bruit, avant de comprendre qu'elles forment un gouffre, avec le recul, je me demande comment j'ai pu ne pas voir clairement les premiers signes.
Ils étaient là, pourtant, discrets, polis, presque élégants dans leur violence. Ce genre de petites choses que l'on pardonne par réflexe, que l'on minimise par amour, et qui pourtant creusent lentement un espace entre les êtres. Tout a commencé l'année où Thomas et Camille ont acheté leur appartement. Un bel appartement lumineux, avec un salon moderne et une cuisine ouverte dont ils étaient très fiers. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais apporté un panier rempli de confitures maison et de linge brodé, pensant naïvement que ces gestes auraient encore leur place dans un monde qui changeait trop vite pour moi. Camille a pris le panier entre deux doigts, comme si son poids la dérangeait. « Oh, merci Denise, c'est artisanal. » Elle ne l'a pas posé sur la table. Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a glissé dans un coin, derrière une pile de cartons. J'ai fait semblant de ne pas voir. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai senti que ma chaleur était devenue une gêne. Les semaines ont passé, et chaque visite ajoutait une ombre à la précédente. Un dîner où ils avaient déjà mangé, parce qu'ils ne voulaient pas se coucher trop tard. Un autre où on m'avait donné une assiette différente, pour éviter que tu te fatigues avec le service. Des conversations dans lesquelles Camille répondait systématiquement à la place de Thomas, comme si chaque mot que je lui adressais devait d'abord passer par son filtre. Un soir d'automne, alors que je venais garder Léa, qui avait alors 4 ans, Camille m'a tendu un petit carnet. « Ce serait bien que tu notes les heures exactes où elle dort, où elle mange, et si elle dit quelque chose d'inhabituel. Comme ça, je peux vérifier si tout est en ordre. » Vérifier. Le mot m'a frappé. Comme si j'étais devenue une employée. Ou pire, un risque potentiel. « Bien sûr, » avais-je répondu en souriant. Je me rappelle encore de ma propre voix douce, docile, presque coupable d'exister. Et puis, il y a eu ce dîner où tout a basculé un peu plus. Ils avaient invité un couple d'amis, et j'avais été conviée presque par erreur. Camille avait insisté pour que je vienne, si tu n'as rien de prévu, comme si ma vie n'était qu'un long couloir vide où j'attendais qu'on me donne une place. Quand je suis arrivée, la table était dressée pour 4, pas pour 5. Une seule assiette manquait, la mienne. Camille s'est exclamée faussement surprise. « Ah, mais, tu es venu ? Thomas, tu n'avais pas clarifié ?» Thomas avait baissé la tête. Je croyais que, enfin, je l'avais rassuré. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas faim. Je n'avais jamais menti aussi mal. Mais personne ne l'avait vu. Ou peut être que oui, mais cela ne changeait rien. J'ai passé le repas à écouter leurs discussions sur les projets, les vacances, les investissements. Ils parlaient un langage qui n'était plus le mien. Un langage qui ne voulait plus de moi. À un moment, leur ami a demandé « Et ta mère, Thomas ? Elle habite loin ?» Un silence. Un de ces silences qui coupent. Puis Thomas avait répondu « Non, pas trop. Pas un mot de plus. » Comme si parler de moi était devenu gênant. Comme si j'étais un sujet délicat, une épine dans le pied. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un poids dans la poitrine que je ne parvenais pas à nommer. Ni tristesse, ni colère. Une sorte d'invisibilité. Comme si, peu à peu, j'avais cessé d'être un visage pour eux, pour devenir une simple présence, neutre, interchangeable, presque dérangeante. Il y a eu aussi ces fêtes de famille où tout sonnait faux. Un Noël où on m'a demandé d'arriver après le repas, juste pour le goûter. Un anniversaire où Camille a commenté ma tenue. « Oh, tu t'habilles toujours comme ça ?» Un autre où elle a dit, devant tout le monde, « Denise aime bien venir. Ça lui fait sortir un peu de chez elle. » J'avais souri. Encore. Toujours. Je croyais que si je restais douce, discrète, flexible, les choses s'arrangeraient. Mais ce n'était pas un problème à résoudre. C'était un effacement. Et l'effacement, lui, avance en silence. Puis il y a eu les appels, ou plutôt, leur absence. Thomas, qui m'appelait autrefois presque chaque jour, ne trouvait plus le temps. On est débordé, maman. Tu comprends? Camille, elle, répondait parfois à sa place. On te rappellera. Là, on est au restaurant. Là, on est chez des amis. Là, on est en réunion. Toujours on. Jamais il. Jamais nous. Et moi, j'attendais. Comme attendent les gens qui espèrent que rien n'a changé alors que tout est déjà différent. Aujourd'hui encore, quand je repense à ces petits signes, je me demande pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt. Pourquoi je les ai excusés 1000 fois. Pourquoi j'ai accepté que ma place se rétrécisse jusqu'à devenir un simple coin de table.
Pourquoi j'ai laissé Camille redessiner ma relation avec mon fils? Subtil geste après subtil geste. Peut être parce que les mères espèrent toujours. Peut être parce qu'on nous a appris à pardonner avant même d'être blessés. Peut être parce que je croyais encore que l'amour pouvait suffire. Mais le jour où Thomas m'a laissé seule pour un réveillon parfait, ce jour-là, j'ai compris que l'amour ne suffit pas quand l'autre ne le voit plus. Ce soir-là, les petites blessures ont formé un gouffre, et dans ce gouffre, je suis tombée, pour mieux me relever. Le soir où ils ont franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer, il y a toujours un moment où la coupe déborde, un instant précis, minuscule et pourtant définitif, qui transforme la résignation en lucidité, la douleur en décision. Pour moi, ce moment-là est arrivé 2 semaines avant le réveillon. Un samedi pluvieux, gris comme une mauvaise nouvelle. Thomas m'avait demandé de passer juste un petit moment pour aider Camille à préparer un dîner avec des amis. Je m'étais empressée d'accepter. J'étais si heureuse qu'il pense encore à moi, même pour une tâche quelconque. J'avais même préparé une tarte aux poires, la recette d'Henri, pour leur faire plaisir. Quand j'ai sonné, Camille a ouvert la porte avec un sourire raide. « Ah, tu es en avance, Denise. » Elle n'aimait pas quand j'étais en avance. Elle n'aimait pas quand j'étais en retard non plus. Je crois qu'elle n'aimait que quand je n'étais pas là. Je suis entrée. L'appartement sentait les herbes fraîches et la bougie parfumée. Un parfum coûteux, trop fort, trop éloigné des odeurs simples de ma maison. Thomas n'était pas là. Il est sorti chercher du vin, m'expliqua-t-elle. Puis elle pointa la cuisine. Tu peux commencer par éplucher les légumes. On est très en retard sur le planning. Elle parlait comme une chef de projet, pas comme une bru. J'ai retiré mon manteau, posé la tarte sur la table du salon. C'est là que j'ai remarqué un détail qui allait ouvrir une fissure irréversible. Sur la table, soigneusement alignée, se trouvaient 6 assiettes. 6. J'ai compté encore. 6. Mais nous devions être 7. Camille, Thomas, leurs 4 invités, et moi. J'ai tenté un sourire. Tu as déjà dressé la table? Je peux mettre mon couvert après. Elle a relevé la tête sans cesser d'essuyer un verre. Oh, Denise. Ce soir, ce sera, comment dire, un dîner entre gens du même âge. Ces mots ont frappé ma poitrine comme une gifle invisible. Du même âge, comme si j'étais un meuble démodé qu'on ne veut pas montrer aux invités. Une anomalie visuelle dans un décor trop lisse. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement repris la tarte du salon, un peu machinalement, comme si mes mains tentaient de sauver un symbole, un geste, une place. Camille m'a regardé faire, ses yeux glissant sur moi comme si elle observait une tâche qui ne part pas. Puis elle a ajouté « Tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? On veut juste une ambiance cohérente. Une ambiance cohérente. » Je me souviens de ces mots comme s'ils avaient été gravés au couteau sur la table. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait ensuite. Elle s'est avancée vers la tarte que je tenais encore, l'a soulevée avec 2 doigts, l'a reniflée et l'a posée à côté, dans un coin, derrière la plante verte. On la gardera pour nous 2 demain, si tu veux. Ce soir, on a prévu un dessert plus moderne. Plus moderne. J'avais le souffle coupé. Pas parce qu'elle rejetait un dessert. Parce qu'elle rejetait ce que j'étais moi, mon histoire, mon passé, ma cuisine, mes gestes d'amour, mon existence entière. J'ai dégluti. « Voulez-vous que je vous laisse alors ?» ai-je murmuré. Elle a souri, un sourire mince, administratif. « Oui, ce sera mieux. Merci d'être passé. » Je me suis rhabillée en silence. Mes doigts tremblaient en enfilant mes gants. Quand je suis sortie, la pluie tombait plus fort. Elle m'a presque soulagée. Au moins, dehors, l'humidité sur mon visage pouvait se confondre avec des larmes que je refusais de laisser couler. Je marchais lentement vers l'arrêt de bus, tenant la tarte dans mes bras comme on tient un trésor refusé. Je me répétais, « Ce n'est rien, ce n'est qu'un dîner. » Mais quelque chose en moi murmurait l'inverse. « Ce n'est pas rien, ce n'est plus rien. » Quand je suis montée dans le bus, j'ai croisé mon reflet dans la vitre. J'y ai vu une femme minuscule sous un manteau trop grand, tenant une tarte comme un talisman inutile. Je ne me suis pas reconnue. Le soir même, Thomas m'a envoyé un message. « Merci encore, maman. On fera mieux la prochaine fois. » La prochaine fois, il croyait qu'il restait des prochaines fois. Ce fut ce soir-là, en rangeant la tarte intacte dans mon frigo,
que j'ai compris que la relation avait basculé, que je n'étais plus une mère, mais une variable d'ajustement. Et cette idée m'a glacée. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet vert et j'ai écrit « Camille veut une vie sans moi. Thomas la laisse faire. Il pense que je n'oserai jamais réagir. » Puis, en bas de la page, je vais leur montrer qu'ils se trompent. Ce soir d'humiliation feutrée fut la goutte d'eau. Il scella la naissance de ma décision. Et quand Noël arriva, tout était déjà en marche. La nuit où j'ai cessé d'être une mère qui attend pour devenir une femme qui décide. La goutte d'eau était tombée. Mais ce n'est pas la goutte qui noie une femme. C'est tout ce qu'elle contient. Les années de silence, de patience, de petites blessures avalées avec le sourire. Ce soir-là, en rentrant chez moi sous la pluie, j'avais l'impression d'entendre enfin tout ce que j'avais refusé d'écouter pendant des années. Il était 21h quand j'ai fermé la porte derrière moi. La maison était sombre, froide, presque étrangère. J'ai déposé ma tarte intacte sur le plan de travail. Elle semblait me regarder comme un symbole ridicule d'un rôle que je n'avais plus. Celui de mère qui rassemble, qui cuisine, qui réchauffe. J'ai retiré mon manteau lentement, en essayant de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Mais ce n'était pas de la colère. C'était une lucidité brutale. Je me suis assise dans mon fauteuil bleu, celui qu'Henri m'avait offert pour mon 50e anniversaire. Un fauteuil solide, fidèle. Pas comme certains êtres humains qui changent de loyauté selon le vent. J'ai allumé la petite lampe à côté de moi. Sa lumière chaude me rappelait le temps où la maison vibrait encore de rire, de pas d'enfants, de discussions à 3 voix. Un temps où je n'avais jamais douté de ma place. Mais ce soir-là, une phrase me revenait sans cesse. On préfère être entre nous. Entre nous. Et moi j'étais où? Dans quel interstice? Dans quel vide? Dans quel oubli? Je me suis levée et j'ai ouvert un tiroir. J'en ai sorti mon carnet vert, celui où je notais tout ce que je n'osais pas dire à voix haute. Je l'ai posé sur mes genoux et j'ai écrit. Ce soir, j'ai compris que je ne fais plus partie de leur vie. Pas comme une mère. Être même plus comme un être humain. Les mots m'ont fait l'effet d'une déchirure. Mais une déchirure qui libère. La nuit a été longue. Je ne parvenais pas à dormir. Je marchais dans le couloir, allumant et éteignant les lumières comme pour vérifier que ma vie existait encore autour de moi. Je suis entrée dans la chambre d'Henri, celle que je n'ouvre presque plus. Son pull gris était encore là, posé sur une chaise comme un souvenir suspendu. Je l'ai pris. Il avait gardé son odeur. Cette odeur douce qui me disait autrefois « On se débrouillera toujours. Ensemble. » Mais nous n'étions plus ensemble. Et je devais me débrouiller seule. Je me suis allongée quelques minutes sur son côté du lit. Les larmes me sont enfin venues, sans bruit, comme une fuite d'eau lente. Je ne pleurais pas Camille. Je ne pleurais même pas Thomas. Je pleurais la femme que j'étais devenue. Une femme qui attend une invitation, une attention, un signe. Une femme qui accepte des miettes d'amour parce qu'elle a donné le pain entier pendant toute sa vie. Je me suis redressée brusquement. Je me suis essuyé les joues. Et une phrase m'a traversé la poitrine avec la force d'une lame brillante. Je vaux plus que ce qu'il me donne. Je me suis répété cette phrase plusieurs fois. Comme une prière, comme une renaissance intérieure. Je vaux plus. Je vaux mieux. Je suis vivante. Je suis debout. Je suis encore quelqu'un. À 4 heures du matin, incapable de trouver le sommeil, je suis retournée dans le salon. J'ai fait du thé. J'ai regardé la vapeur s'élever au-dessus de la tasse comme une fumée de signal, une fumée d'âme. Puis je me suis assise. Et j'ai compris ce que je devais faire. Je ne voulais pas me venger. La vengeance est un piège. Elle nourrit ce qu'on veut oublier. Non. Je voulais dire la vérité. Toute la vérité. Et seulement celle qui m'appartenait. J'ai repris mon stylo plume noir, celui qu'Henri m'avait donné, en disant « Écris avec ça les choses qui comptent ». Alors j'ai commencé à écrire ma lettre. Pas un cri. Pas une supplique. Une lettre claire, simple, droite. Une lettre où je racontais tout. Les humiliations douces, les absences silencieuses, les couvertures jamais mises pour moi, les invitations éteintes, les mots qui repoussent, les regards qui tranchent. Mais surtout, une lettre où je disais enfin ce que je n'avais jamais dit. Je ne te reproche pas de vivre ta vie. Je te reproche d'avoir oublié que j'en ai encore une. J'ai écrit pendant 2 heures, sans pause. Les phrases coulaient comme si elles avaient attendu toute une vie pour sortir. Quand j'ai eu terminé, j'ai relu ma lettre.
Je ne me suis jamais sentie aussi sincère, aussi lucide, aussi maître de ma propre voix. Je n'y demandais rien. Je n'y quémandais rien. Je n'y promettais pas non plus de couper les liens. C'était juste la vérité, la mienne. Je l'ai glissée dans une enveloppe blanche. J'ai écrit son prénom d'un geste lent, presque cérémonial. Thomas. Puis j'ai posé l'enveloppe sur la table. Elle attendrait demain matin. Elle attendrait le moment où moi, je n'attendrais plus rien. Quand le soleil s'est levé, j'étais encore assise dans mon fauteuil, fatiguée, vidée, mais étrangement apaisée. Comme une femme qui vient enfin d'allumer la lumière, dans une pièce restée trop longtemps dans l'ombre. Une chose était désormais certaine. Le réveillon n'était peu. Être pas pour moi, mais le lendemain serait pour eux. Le matin où j'ai compris que ma dignité méritait un plan, pas des larmes. Le lendemain du réveillon, ce réveillon qu'ils avaient passé entre eux, comme ils le voulaient, comme ils l'avaient décidé. Sans moi, je me suis réveillée avant le jour. Je n'avais dormi qu'1 heure ou 2, mais je n'étais pas épuisée. J'étais claire. Il y a des nuits où l'on vieillit de 10 ans. Il y a des nuits où l'on renaît. Cette nuit-là, j'avais fait les deux. Je suis entrée dans la cuisine encore sombre. J'ai allumé la petite lampe bleutée. La tarte d'Henri était toujours sur le plan de travail, intacte, comme un témoin muet de tout ce que j'avais supporté. Je l'ai recouverte d'un torchon. Je ne voulais plus qu'elle me regarde comme une blessure. J'ai fait chauffer de l'eau pour le thé. Et pendant que la vapeur montait, lente et blanche, une idée s'est formée. Je ne pouvais pas écrire une lettre aussi profonde sans mettre ma vie en ordre autour. La dignité ne se dit pas. Elle s'organise. J'ai ressorti ma grande pochette blanche du tiroir de l'entrée. Celle où je rangeais les papiers importants. Mais importantes pour qui? Jusqu'à présent, je les gardais pour Thomas, parce que je pensais qu'un jour il en aurait besoin. Ce matin-là, pour la première fois, je les ai sortis pour moi. Je les ai étalés sur la table. Acte de propriété de la maison, assurance vie, relevé de compte, lettre de pension, ancien courrier d'Henri, testament que nous avions commencé à rédiger ensemble, mais jamais finalisé, et mon carnet vert, posé au centre comme un cœur. En les regardant, j'ai compris à quel point j'avais construit ma vie autour des autres, autour de leur confort, autour de leur avenir, autour de leur bonheur, jamais autour du mien. Et pourtant, depuis la mort d'Henri, j'étais la seule propriétaire de cette maison, la seule gardienne de mes comptes, la seule décisionnaire de mes biens. Mais je n'avais jamais exercé ce pouvoir. Par amour, par sentiment de devoir, par cet instinct maternel qui donne sans calculer. Ce matin-là, enfin, je l'ai repris. Vers 8 heures, j'ai appelé l'étude notariale. Une secrétaire douce m'a répondu « Bonjour, étude de Maître Lenoir, je vous écoute. »« Bonjour, je suis Denise Armand. J'aimerais prendre un rendez-vous pour vérifier certaines dispositions. C'est urgent. »« Très bien, Madame Armand. Vous êtes disponible ce matin ?» J'ai senti mon cœur se tendre. « Oui, tout de suite. La vie est parfois généreuse avec ceux qui ont assez souffert. » J'ai pris mes papiers, ma lettre, mon sac, mon manteau. J'ai fermé la porte derrière moi. Mais cette fois, je n'ai pas senti la solitude. J'ai senti la décision. Le bureau du notaire était calme, lumineux. Maître Lenoir, un homme d'une 60aine d'années à la voix grave, m'a accueilli avec un respect que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. « Installez-vous, Madame Armand. Qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai sorti la lettre. Je lui ai tendue. Il a lu en silence. Il ne m'a pas interrompu. Il ne m'a pas jugé. Lorsqu'il a levé les yeux, j'y ai vu quelque chose que je ne reconnaissais plus chez mon propre fils. Une écoute réelle. « Ce que vous décrivez, Madame, ce sont des blessures profondes. Mais vous n'êtes pas sans droit. Vous n'êtes pas sans voix. Alors dites-moi, que souhaitez-vous » J'ai respiré, longtemps, comme si je remplissais mes poumons d'une nouvelle vie. Je veux mettre mes affaires en ordre, pas contre eux. Pour moi, il a hoché la tête. Très bien. Commençons. Nous avons passé près de 2 heures ensemble. Il m'a expliqué clairement que ma maison m'appartenait entièrement, que personne ne pouvait me déplacer, que mes économies étaient protégées, que je pouvais léguer mes biens comme je le souhaitais sans justification, que ma voix avait la même valeur que celle de n'importe qui. Ces mots simples, légaux, précis, m'ont redonné une colonne vertébrale. Puis il m'a proposé
Souhaitez-vous mettre votre lettre en annexe d'un document officiel? Elle aura alors une portée juridique, pas seulement émotionnelle. J'ai senti ma gorge se serrer. Oui, je veux qu'il sache que ce n'est pas un caprice. C'est une décision. Alors nous avons tout relu, tout structuré. Lui, avec sa précision de notaire, moi, avec ma vérité de femme blessée. À la fin, il a scellé l'enveloppe. Il me l'a rendue comme on remet un talisman. Madame Armand, vous venez de reprendre votre vie en main. Cela demande du courage. Tout le monde n'en a pas autant que vous. Je suis sortie du bureau, le cœur serré et fier à la fois. Le froid de décembre m'a frappé au visage, mais je ne l'ai presque pas senti. Dans mon sac, la lettre semblait peser lourd. Mais ce n'était pas un poids, c'était une arme douce, une vérité mise au clair, une frontière tracée, une justice silencieuse. En rentrant chez moi, j'ai posé l'enveloppe sur la table. La même table où, hier encore, j'avais mangé seule pendant que Thomas et Camille célébraient leur réveillon parfait. Je l'ai touché du bout des doigts, puis j'ai murmuré « Cette fois, ce sera moi qui déciderai du lendemain. Le lendemain du réveillon, le jour où ma lettre a frappé plus fort que n'importe quel cri. » Le lendemain matin, la ville semblait encore dormir sous un voile glacé. Lyon avait cette couleur gris-perle qui précède la neige, ce silence suspendu qui rend chaque geste plus solennel. Je me suis levée tôt, comme si mon corps savait déjà que ce jour-là ne serait pas un jour ordinaire. J'ai pris l'enveloppe blanche posée sur la table. J'ai relu son poids dans ma main. Un poids léger de papier, mais lourd de vérité. À 9 heures, j'ai enfilé mon manteau, noué mon écharpe et je suis sortie. Le froid m'a mordu, mais je m'en fichais. J'avançais droite, calme, presque lente comme quelqu'un qui ne se cache plus. Je me suis arrêtée devant la boîte aux lettres de Thomas. La même boîte où, autrefois, je glissais des cartes d'anniversaire pour Léa, des petits cadeaux, des mots d'amour. Cette fois, c'était autre chose. J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur. Elle a fait un bruit sourd en tombant, un bruit minuscule, mais qui a résonné dans tout mon corps. Puis je me suis éloignée. Je ne me suis pas retournée. Les gens qui se retournent doutent. Moi, je ne doutais pas. À 10 heures, le téléphone a commencé à vibrer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis un message. « Maman, tu peux répondre ? Je viens de lire ta lettre. On doit parler. » Je n'ai pas répondu. Je préparais du thé. Le geste simple, presque cérémonial, me maintenait debout dans ma nouvelle clarté. Puis un deuxième message, plus court. « Pourquoi tu as écrit ça ?» Et un troisième. « Camille pleure. » J'ai reposé mon téléphone. Je ne voulais pas me laisser aspirer dans leur panique. Car oui, ma lettre ne criait pas, mais elle tranchait. Et Camille. Camille n'avait jamais su quoi faire d'une vérité qui ne lui appartenait pas. À midi, on a sonné à ma porte. 3 coups rapides, puis un silence, puis 3 coups encore. J'ai ouvert. Thomas était là, les yeux gonflés, les joues rouges comme s'il avait couru, ou pleuré, ou les deux. Camille était derrière lui, immobile, blême, le visage tendu dans une crispation qu'elle n'arrivait pas à masquer. « Maman » commença Thomas. Je levai doucement la main, un geste simple mais qui l'a figé, comme un enfant surpris en faute. « Entrez. » Ils ont obéi. Camille ne regardait rien d'autre que la table de ma cuisine, là où reposait la théière, comme si cette théière était une menace. Ils se sont assis, l'un en face de l'autre. Moi, je suis restée debout un instant, pour reprendre possession de l'espace. Ce n'était pas un détail. Dans cette maison, c'étaient eux les invités, pas moi l'intruse. Thomas triturait la lettre. Il l'avait imprimée, froissée, relue, défroissée, encore et encore. « Pourquoi tu nous fais ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Je me suis assise lentement, puis je l'ai regardé dans les yeux. « Je ne vous fais rien. Je vous dis ce que vous m'avez fait. » Camille serra les dents. Je la vis se raidir, comme prête à bondir, mais incapable de parler. Elle savait que, ce matin-là, les mots lui brûleraient la bouche. Thomas posa la lettre devant lui. « Tu aurais dû nous en parler, en discuter ?» Je souris, un sourire triste, un sourire de femme qui a trop discuté sans être entendue. « Je vous ai parlé pendant des années. Vous n'avez jamais répondu. Alors oui, j'ai écrit, parce que je n'avais plus de place dans vos conversations. » Camille baissa enfin les yeux. Elle savait. « Tu exagères » lâcha-t-elle sèchement, comme un réflexe. Je l'ai fixé. Je n'exagère rien.
Je ne me plains pas. Je constate. Ces mots-là l'ont ébranlé plus que n'importe quel reproche. Thomas prit la parole, la voix tremblante. La lettre, elle m'a fait mal. Elle n'était pas faite pour faire mal, dis-je doucement. Elle était faite pour être entendue. Un silence lourd tomba dans la pièce. Le genre de silence qui charrie les vérités qu'on ne peut plus repousser. Alors j'ai ajouté. Vous m'avez laissé seul pour votre réveillon parfait. Vous m'avez invisibilisé, effacé, et moi, je ne peux pas vivre avec un fils qui oublie que j'existe. Thomas a éclaté en sanglots, des sanglots d'homme, étouffés, honteux, brutaux. Camille, elle, est devenue pâle comme du papier. « Que veux-tu qu'on fasse » demanda-t-il entre deux larmes. Je me suis levée. J'ai rangé la tasse. J'ai ajusté un cadre au mur. Puis j'ai répondu avec une simplicité qui les a terrassés. Je ne veux rien. Je n'attends rien. Je ne réclame rien. Ils restèrent pétrifiés. J'ai juste repris ma place. Pas dans votre famille. Dans ma vie. Camille ferma les yeux. Elle savait qu'elle avait perdu quelque chose que l'on ne récupère pas. Ma confiance. Thomas, lui, restait prostré. Je m'approchais. Je posais une main légère sur son épaule, comme autrefois. Je t'aime. Mais je ne me laisserai plus effacer. Et maintenant, partez. Réfléchissez. Grandissez. Moi, j'ai déjà commencé. Ils sont sortis sans un mot. Et pour la première fois depuis longtemps, la porte que j'ai refermée derrière eux n'a pas claqué sur du vide, mais sur ma propre liberté retrouvée. Le jour où la vérité a éclaté et où je n'étais plus celle qui encaissait. Après le départ de Thomas, la maison est redevenue silencieuse. Mais ce silence-là n'avait rien à voir avec celui du réveillon. Ce n'était plus un silence de solitude, ni un silence d'humiliation, mais un silence net, presque propre, le silence de quelqu'un qui vient de déposer enfin un poids trop lourd. Je suis restée devant la fenêtre quelques minutes, à regarder les passants emmitouflés dans leurs manteaux. Tous allaient quelque part. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression d'être la seule immobile. J'avais l'impression que ma vie aussi reprenait une direction. À 14 heures, mon téléphone a vibré. Pas une fois, pas deux fois, 8 fois d'affilée. C'était Camille. Je n'ai pas décroché. Puis un message vocal est arrivé. Je l'ai écouté pas par intérêt, mais par devoir, comme on écoute le verdict d'une pièce jouée d'avance. Sa voix était nerveuse, instable, presque tranchante. « Denise, j'ai lu votre lettre. Vous réalisez ce que vous faites? Vous mettez Thomas dans un état impossible. Vous dramatisez tout. C'est injuste. Vous auriez pu nous parler. Et pourquoi le notaire? Pourquoi rendre ça officiel? Vous allez trop loin. » Thomas est effondré. On avait un équilibre. Et vous avez tout détruit. Tout détruit. C'était étrange d'entendre ce mot, car ce n'était pas moi qui avais commencé à détruire. Ce n'était pas moi qui avais déplacé les limites, effacé lentement ma place, refermé des portes que je ne faisais qu'entrebâiller. Non, j'avais simplement cessé de me laisser effacer. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, son agitation ne me touchait plus. Le soir, le téléphone de la maison a sonné. Un numéro inconnu. Puis la voix de la mère de Camille. « Vous vous rendez compte de la situation ? Camille est en larmes. Elle dit que vous avez humilié toute la famille. Votre lettre ? Mais quelle idée ! À votre âge, provoquer un tel drame, j'ai fermé les yeux, je l'ai laissé parler. Tout ce qu'elle disait ressemblait aux phrases qu'on prononce quand on ne veut pas voir la vérité en face. Quand elle a enfin respiré, j'ai répondu d'une voix basse. « Madame, ma lettre n'a humilié personne. Elle n'a fait que dire ce qui est. Rien de plus, rien de moins. » Silence. Un silence qui ne savait plus quoi répondre. « Bonne soirée !» ai-je ajouté doucement. J'ai raccroché. Le lendemain matin, Thomas a envoyé un message. Un seul. Court. Honnête. Je réfléchis. J'ai besoin de temps. C'était la première phrase adulte que je lisais de lui depuis longtemps. Pas une justification. Pas une accusation. Pas une fuite. Un simple constat. Je lui ai répondu. Prends le temps qu'il faut. Moi aussi. Pendant 3 jours, je n'ai pas entendu un mot de plus. Pas un appel. Pas une visite. Et je ne souffrais pas. Pour la première fois depuis des mois être des années, je respirais, sans attendre un signe de quelqu'un d'autre. Je me suis occupée de ma maison, j'ai changé les rideaux, j'ai déplacé un fauteuil,
J'ai rangé mes tiroirs, j'ai trié mes photos. J'ai retrouvé des lettres d'Henri, des dessins de Thomas Petit, des recettes écrites à la main. Je les ai lues avec une douceur neuve. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une réappropriation. Ma vie ne m'appartenait plus vraiment depuis longtemps. Je la reprenais. Le 4e jour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était Léa, ma petite fille. 11 ans, les joues roses, les yeux inquiets. Mamie, papa m'a dit que tu étais triste. Je voulais venir. J'ai senti mes yeux s'embuer. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. Je ne suis pas triste, mon cœur. Je suis en train de devenir plus forte. Elle m'a regardée comme seule. Les enfants savent regarder. Sans filtre, sans jugement. Alors je veux être avec toi quand tu deviens plus forte, a-t-elle dit simplement. Je l'ai prise dans mes bras. Ce fut le premier moment lumineux depuis longtemps. Un moment vrai, sans calcul, sans tension, sans Camille. Elle est restée 1 heure. Elle a dessiné sur la table de la cuisine. Elle a ri. Elle a rempli la maison de ce son que j'avais oublié, la joie naturelle, spontanée, enfantine. Quand Thomas est venu la chercher, il avait l'air épuisé. Camille n'était pas avec lui. Il m'a tendu un regard hésitant. Merci de l'avoir gardé. Toujours, ai-je répondu. Il est resté 1 seconde de plus sur le seuil. 1 seconde courte mais pleine de choses. On reparlera. Athée, il murmurait. Oui, ai-je dit sans sourire. Un simple oui, neutre, solide. Il est parti. Lentement, comme quelqu'un qui ne sait plus très bien où il en est. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas brisé la famille. J'avais brisé le mensonge qui la rendait bancale. Ce que Camille appelait désordre. Ce n'était pas un désordre, c'était la vérité. Et la vérité, parfois, fait éclater ce qui n'était plus sain. Je me suis assise dans mon fauteuil bleu. La maison était calme, pas vide, calme. J'ai écrit dans mon carnet vert. Je ne suis plus dans la tempête. Je suis sur la rive, et je regarde. Cette fois, ce n'était pas moi qui m'effondrais dans les débris. C'était eux qui découvraient ce qu'ils avaient ignoré trop longtemps. Moi, j'étais déjà ailleurs, en avance. Debout, le moment où l'on se choisit enfin soi-même. Dans les jours qui ont suivi la tempête familiale, j'ai senti quelque chose changer en moi, presque imperceptiblement, d'abord comme une respiration plus légère, un pas plus sûr, un silence qui ne pesait plus. Le monde autour de moi semblait identique, mais moi, je ne l'étais plus. Il y a des renaissances qui ne font pas de bruit. La mienne a commencé ainsi. Le matin, je me réveillais tôt non plus par anxiété, mais par goût. Je redécouvrais le plaisir simple de préparer un café pour moi seul, de choisir une tasse selon mon humeur, de laisser la lumière d'hiver glisser sur les murs sans me demander si quelqu'un allait venir ou non. Je ne l'attendais plus. Je ne les attendais plus. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la liberté. J'ai repris l'habitude de marcher, ce que j'avais arrêté de faire depuis longtemps. La colline de Fourvière m'appelait comme autrefois. Je montais les marches doucement, à mon rythme, sans prouver quoi que ce soit à personne. Je regardais la ville étendue en contrebas-Lyon, avec ses toits serrés, ses ponts, sa lumière douce d'hiver, et j'avais l'impression d'être enfin une femme complète, pas un figurant dans la vie de quelqu'un d'autre. Un matin, j'ai acheté un petit carnet à spirale et un stylo violet. Oui, violet. La Denise d'avant n'aurait jamais acheté cela. Trop voyant, trop fantaisie. Mais la Denise d'aujourd'hui osait des couleurs qui lui avaient manqué pendant des années. Je me suis installée dans un café près de la Saône, un lieu où personne ne me connaissait. J'ai commandé un chocolat chaud, puis j'ai écrit « Je ne suis plus en attente, je suis en mouvement, même si je marche lentement ». Ces mots ont eu un goût doux dans mon esprit, le goût de la reprise de soi. Thomas m'écrivait toujours, par petites touches. « Je pense à toi. Est-ce que tu veux parler ?» Je comprends un peu mieux chaque jour. Il n'insistait pas. Il ne s'imposait pas. Pour la première fois depuis longtemps, il me laissait respirer. Et j'appréciais cette distance respectueuse. Je ne lui en voulais plus. Je n'excusais pas. Je ne jugeais pas non plus. C'est étrange. Mais la vraie guérison commence quand l'autre ne contrôle plus le centre de notre cœur. Je me suis aussi occupée de la maison. J'ai trié des vêtements, jeté des objets inutiles, ouvert les fenêtres jusqu'à sentir mes doigts engourdis. J'ai déplacé un meuble, recadré une photo, suspendu une plante près de la fenêtre,
une petite plante grasse que Léa m'avait donnée il y a 1 an. Pendant longtemps, cette plante n'avait pas fleuri. Mais un matin, j'ai découvert une minuscule pousse, d'un vert tendre, timide mais vivante. Je me suis sentie pareille à elle, longtemps en suspens. Puis soudain, prête à pousser. Un soir, je suis sortie marcher près des quais. L'eau reflétait les lumières de la ville comme un tissu de soie sombre. Il y avait du vent, un vent sec et pur, qui chassait l'air stagnant. Je me suis arrêtée au milieu du pont Bonaparte. Je me suis appuyée contre la rambarde. Dans les reflets, j'ai vu une silhouette, la mienne, plus droite que je ne l'aurais cru, plus présente aussi. J'ai murmuré, je me retrouve. C'était vrai. Je ne cherchais plus à être indispensable. Je ne cherchais plus à être acceptée. Je ne cherchais plus à mériter un regard. Je cherchais simplement à être bien en moi, avec moi, pour moi. Et c'était déjà énorme. Avec Léa, les choses étaient restées simples. Elle venait, parfois après l'école. Elle dessinait pendant que je préparais un goûter. Elle me racontait les disputes avec ses copines, ses rêves de chorale, ses peurs du noir. Elle ne savait rien du conflit. Ou plutôt, elle savait ce que les enfants ressentent toujours, sans qu'on leur dise. Mamie, papa, il est triste. Et maman, elle est énervée. Je souriais doucement. Les grands aussi doivent apprendre. Comme les petits. Elle hochait la tête, avec ce sérieux tendre que seuls les enfants peuvent avoir. Elle déposait parfois de petites choses dans ma main. Un autocollant, un bonbon partagé, un dessin mal proportionné. Et chaque fois, je me disais, voilà, voici le vrai héritage. Rien d'autre n'a de valeur. Un soir, seule dans le salon, j'ai rallumé cette fameuse bougie du réveillon. Pas pour effacer la douleur de ce soir-là, mais pour lui donner un autre sens. La flamme a vacillé, puis s'est stabilisée. Une flamme petite, mais tenace. Comme moi, j'ai ouvert mon carnet vert et écrit « Ma nouvelle vie ne sera être pas spectaculaire. Elle sera simple. Elle sera à ma mesure. Et surtout, elle sera à moi. » J'ai regardé autour de moi, ma maison, ma lumière, mes pas, mes silences. Plus rien n'était subi. Tout devenait choisi. Et pour une femme de mon âge, qui avait passé sa vie à ne pas déranger, à s'excuser d'exister, à effacer ses contours, c'était une renaissance. Une petite, être, mais une vraie. Le dernier mot, celui que je n'avais jamais dit, celui que j'ai enfin gagné. Je ne sais pas exactement quand j'ai compris que quelque chose en moi avait réellement changé. Être un matin où je me suis réveillée sans cette boule au ventre qui m'accompagnait depuis des années. Être un soir où j'ai cuisiné pour moi seule, en savourant chaque geste, chaque odeur, sans chercher à combler un vide. Ou être le jour où j'ai cessé d'attendre que quelqu'un me choisisse, je me suis choisie moi, simplement, calmement, silencieusement. Les semaines ont passé. Thomas a envoyé quelques messages prudents, maladroits, sincères aussi. Il ne me demandait plus de tout oublier. Il ne cherchait plus à effacer la lettre ou à m'expliquer que j'avais mal interprété. Il disait seulement « J'essaie de comprendre ». Et je crois que c'était déjà beaucoup. Nous avons partagé un café un dimanche après-midi. Pas un long moment, pas un moment parfait, un moment vrai. Il avait l'air fatigué. Moi, j'avais l'air plus forte, et je crois qu'il l'a vu. Il m'a dit « Je ne t'ai pas assez regardé, maman. Tu n'étais pas obligée de regarder. Juste de respecter », ai-je répondu doucement. Il a hoché la tête, les yeux embués. Je n'ai pas cherché à le consoler. Je n'ai pas cherché à le punir non plus. La vérité suffisait. Elle faisait son chemin en lui, lentement, comme une eau claire qui creuse la roche. Nous n'avons pas parlé de Camille. Parfois, l'élégance est de ne pas nommer ce qui n'a plus d'importance. Léa, elle, continuait de venir régulièrement. Par sa seule présence, elle cousait doucement ce qui avait été déchiré. Les enfants ne réparent pas le passé. Ils donnent envie d'un avenir. Un jour, elle m'a dit « Mamie, tu sais, je crois que les grands, des fois, ils ne voient pas bien dans leur cœur. Il faut leur mettre une lampe. » J'ai souri. « Je crois que tu as raison, mon cœur. » Et j'ai pensé que ma lettre, c'était exactement cela. Une lampe, pas pour brûler, pour éclairer. Ma maison, elle aussi, semblait respirer autrement. J'avais changé les rideaux pour des plus clairs. J'avais ajouté une guirlande de lumière au-dessus du buffet.
J'avais déplacé les photos d'Henri près du fauteuil, là où son regard semblait veiller sans juger. Le soir, je lisais plus. J'écoutais Édith Piaf. Je laissais le vent entrer un peu, même en plein hiver. La solitude n'était plus un désert, c'était un espace pour souffler, pour se connaître, pour être. Dans ce calme-là, j'ai découvert un secret que les femmes de mon âge oublient trop souvent. On a encore le droit de commencer quelque chose. Quelque chose de petit, de doux, de vrai. J'ai pris un cours d'aquarelle à la maison des associations. Le professeur, un homme de 50 ans à la barbe grisonnante, m'a dit que j'avais un geste sensible. Cela m'a fait rire un rire neuf, léger, presque juvénile. Je me suis acheté une écharpe rouge. Oui, rouge. La Denise d'avant n'aurait jamais osé. Trop voyant, trop audacieux, trop existait. Mais la Denise d'aujourd'hui n'avait plus peur d'être vue. Et puis, un soir de janvier, alors que la ville se couvrait d'un brouillard doux, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. L'air froid est entré d'un coup, vif, presque coupant. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Les petites humiliations, les silences forcés, le réveillon oublié, la lettre écrite dans la nuit, le notaire, la confrontation et cette paix nouvelle, une paix construite, pas offerte. Puis je me suis tournée vers la table où mon carnet vert était posé. Je l'ai ouvert à la dernière page. J'ai écrit lentement, presque en tremblant. Je ne regrette rien. Je ne réclame rien. Je me relève. J'ai refermé le carnet. J'ai éteint la lumière. Et dans ce noir doux, je me suis dit une vérité simple. La justice la plus profonde n'a jamais eu besoin de bruit. Elle avance lentement, elle s'installe, elle s'enracine, et un jour tout à coup, on se rend compte qu'elle est là, comme un souffle qui ne nous quitte plus. Alors j'ai murmuré pour moi-même, pour Henri, pour la femme que j'ai été, pour celle que je deviens. Le silence peut aussi être une forme de justice.